Bienvenue sur iRadio, bienvenue sur ITV, bienvenue sur radioemedia.sn. Merci d'être avec nous pour votre émission L'Air du Temps. Nous sommes aujourd'hui avec Omar El Foutiou Ba. Omar El Foutiou Ba, écrivain. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Il est un commis de l'État. Il a eu à travailler au bureau Organisation et Méthode. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Ba. Nous sommes aussi avec M. Dr Abdoulaye Taye. Abdoulaye Taye est enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey. Il est aussi l'initiateur de RGB, les réseaux de base généralisés associés à une mutuelle, c'est ça, généralisée? Assurance maladie. Voilà, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette semaine a été une semaine où on a parlé beaucoup de dettes au Sénégal. L'opposition et certains fonds de la société civile se sont inquiétés de la dette du Sénégal. Certains disent que la dette du Sénégal frôle les 4 000 milliards de francs CFA. La directrice du FMI, le président Macky Sall, le président Alassane Ouattara, Issoufou de Niger, étaient au Sénégal, après aussi le président Patrice Talon du Bénin, pour parler de cette dette et de la soutenabilité de la dette. Alors, Omar El Foutiou Ba, est-ce qu'on peut parler, dans ce cas-là, d'une bonne ou d'une mauvaise dette? Je remercie Alsan pour me recevoir à nouveau dans cette émission L'Air du Temps. Je remercie également les auditeurs et téléspectateurs d'E-Média. La dette est une question sensible, empreinte de beaucoup de passion. Et je pense que si on ne peut pas dire que la dette est aussi vieille que le monde, l'on pourrait quand même dire qu'elle a donné sujet à des controverses qui ont traversé l'histoire. Et je soulignerai simplement cet élément qu'on appelle la diplomatie de la canonnière au XIXe siècle, entre le XIXe et le XXe siècle, ou bien l'administration de la dette publique, qui également relève de l'histoire, et qui ont donné prise certains pays débiteurs, donc qui n'arrivaient pas à honorer leur dette, et leurs créanciers se sont substitués à eux, soit pour lever des impôts dans le cadre de l'administration de la dette publique, soit ont envahi ces pays-là. Donc je peux citer le Guatemala, le Nicaragua, l'Empire ottoman, l'Égypte ottoman. Donc ces créanciers, c'était la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Donc ça veut dire que la dette est un sujet quand même très sérieux, un sujet qui met en prise donc beaucoup d'acteurs, qui agit en bien ou en mal sur l'économie, et son utilisation devrait faire l'objet en tout cas d'une réflexion poussée et requérir les conseils les mieux avisés. La dette est-elle bonne, est-elle mauvaise? Effectivement, c'est la bonne question, parce que dans le cadre des ressources que l'État doit utiliser face aux nombreuses charges auxquelles il est en face. Nous sommes, pour ne parler que pour le cas du Sénégal, nous sommes dans des pays sous-développés, donc des pays à faible revenu, où tout est prioritaire. La dette doit faire l'objet en fait d'une utilisation importante, une utilisation rationnelle, une utilisation qui convienne à, pour ne pas dire l'ensemble, au moins à la majorité des acteurs. Et c'est dans ce sens que l'on peut effectivement s'interroger sur la destination de l'utilisation des ressources que nos créanciers ont mis à notre disposition. Docteur Taye, vous avez une approche un peu philosophique de la dette. On parle de bonne ou mauvaise dette parce qu'il y a des inquiétudes dans ce pays. Certaines franches ou certains économistes se demandent si l'argent que le Sénégal emprunte va là où il doit aller. Merci. Alassane, je salue mon vis-à-vis Omar Foutiou Ba. Je salue aussi les téléspectateurs et les auditeurs qui nous prêtent un temps précieux pour nous écouter. La question de la dette. Nous sommes dans une économie de la dette. Sans la dette, l'économie ne marche pas aujourd'hui. La dette, elle est bonne, elle est mauvaise, ce n'est pas une bonne question. Pourquoi? Quand je me lève pour emprunter, je pense que j'ai un bon projet et je dois financer ce projet. C'est ma motivation, n'est-ce pas? Donc je vais le financer. Le problème, ce n'est pas la dette. Ce n'est pas le montant de la dette, parce que la dette, on ne la payera jamais.
la dette mondiale aujourd'hui est 3 fois le PIB mondial. C'est-à-dire toute la richesse de la terre. Si on prenait toute la richesse de la terre et on payait la dette, ça va rester encore 2 fois ce PIB. Donc on ne payera jamais la dette. Donc la dette, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est le service de la dette. Le service de la dette, c'est un rapport entre un montant sur les recettes fiscales. Et quand ce montant grignote sur ces recettes fiscales, sera pour conséquence des dépenses sociales qui sont réduites. Il y aura comme conséquence au niveau de la santé, au niveau de la formation, donc à tous les niveaux, n'est-ce pas, les populations vont sentir cela. Donc pour moi, c'est ce service de la dette-là qu'il faut contrôler, qu'il faut réduire pour que cela ne pèse pas trop sur nos dépenses sociales. Mais la dette, en fait, ce n'est pas un problème parce qu'on ne la paiera jamais. Mais est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, la configuration du service de la dette est une bonne chose ou bien grignote sur justement les services sociaux de base? Oui, si vous regardez le budget déjà prévisionnel de 2020, vous voyez évidemment que le service de la dette occupe un poste important. Pratiquement, c'est le premier poste ou le deuxième poste après les budgets de financement, de fonctionnement. Donc, ça va impacter sur justement nos dépenses sociales et ce n'est pas ce qui est bien. Voilà. Il faut vraiment penser à réduire ce service de la dette. On est à 800 et quelques milliards, c'est énorme. Il faut vraiment y penser. Pour investir, il faut s'endetter. On a vu les États-Unis, qui est l'un des plus grands pays au monde aujourd'hui, qui a pratiquement une dette très importante, évidemment même de la Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, les Américains qui arrivent à faire ce crédit-là sur le plan international, qui n'arrivent pas à payer leur dette, comparé à notre pays, on peut, nous, avoir une dette qui sert les populations? Je le pense. Je pense que ce qui est important, effectivement, c'est simplement cette utilisation de la dette. Aujourd'hui, lorsqu'on interroge le budget, effectivement, les investissements sont de l'ordre de 1200 milliards et la dette devrait servir normalement à générer de la croissance. Maintenant, c'est le prisme dans lequel l'on prend cette utilisation de la dette, cette utilisation des ressources qu'on a empruntées qu'il faudrait peut-être revoir lorsqu'il est question d'analyser la destination de la dette. Et au Sénégal, les secteurs sociaux, on leur donne une importance assez particulière. Ça n'a pas été toujours le cas, ça n'a pas également été toujours l'approche qui a été promue par les institutions qui encadrent l'utilisation des ressources qui nous sont prêtées. Et lorsqu'on prend les secteurs de l'éducation, lorsqu'on prend les secteurs de la santé, c'est des secteurs sur lesquels un grand chercheur, Jeffrey Sachs, lui-même, comme beaucoup d'autres également, comme nous-mêmes nous le savons, puisque dans notre pays, on en est arrivé à cette conclusion. C'est des secteurs à haut potentiel de croissance, mais une croissance qui va être différée. Mais c'est également une croissance qui est durable. Aujourd'hui, lorsqu'on prend l'utilisation des ressources extérieures au Sénégal, pour ne pas parler que des aspects purement positifs, effectivement, il y en a. Donc, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est le secteur social. Il y a également une utilisation peut-être sur laquelle on aurait pu simplement réfléchir sur l'opportunité. Là, c'est le fait du décideur qui a également des informations que nous pouvons ne pas avoir, mais toujours est-il qu'on peut s'inscrire, et ça c'est le péché mignon des hommes politiques qui décident, on peut s'inscrire sur le long terme, rechercher une utilisation qui soit profitable au pays et ne pas se limiter sur des réalisations visibles à l'échelle des courts mandats politiques. Et là, je vais donner un exemple concret. Par exemple, au Sénégal, nous voyons que nous sommes soumis à des problèmes de mobilité urbaine, à des problèmes d'accessibilité des zones de production, à des problèmes simplement de développement de certaines zones. Ça, c'est l'aménagement du territoire. Et dans le schéma des infrastructures qui doit être pensé, en principe, les voies devraient être importantes et le congestionnement que l'on note à Dakar et dans ces environnements aurait pu nous faire penser à des solutions de long terme, comme un métro par exemple, pour lequel chaque année on peut
faire des allocations de 250 milliards, 500 milliards sur 15 ans, par exemple, qui traversent l'échelle d'un ou deux mandats d'un décideur et pour lequel on est sûr qu'il s'agit d'un investissement qui sera profitable aux générations futures, qui aura un impact fort sur le développement du Sénégal. L'utilisation de la dette, justement, doit rechercher cet équilibre entre les investissements productifs, les investissements non directement productifs qui génèrent une croissance sur le long terme, mais une croissance durable. Et c'est de ça, effectivement, qu'il doit être question, je pense. Donc M. Ba disait tout à l'heure que la dette doit être... le service de la dette doit servir dans les secteurs sociaux de base. Mais l'adresse de l'FMI disait au Sénégal qu'il faudrait que nos pays comptent d'abord sur eux-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, en interne, au Sénégal, on peut mobiliser une épargne qui permet de financer les investissements? Oui, de manière évidente, on ne peut pas mobiliser cette épargne. Si on pouvait mobiliser cette épargne, on va mobiliser cela, mais ça n'existe pas ici. Et je pense que l'argent... Mais pourquoi on ne peut pas la mobiliser, cette épargne? Ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'épargne ici. Voilà, l'épargne, c'est ailleurs. L'argent est en dehors du Sénégal, en dehors de l'Afrique. Bon, aujourd'hui, par exemple, il y a le gouvernement qui a lancé une émission de dette de 200 milliards, n'est-ce pas, avec des durées de maturité qui sont très différentes. Bon, mais c'est quand même ici, au niveau justement de l'UMOA, c'est une manière peut-être de mobiliser, en fin de compte, les ressources internes, l'épargne, mais en fait, je me dis c'est insuffisant pour nous, n'est-ce pas, pour vraiment financer notre développement. Nous devons développer nos infrastructures. Les infrastructures, c'est en fin de compte le développement. On ne peut pas se développer sans infrastructure de télécommunications, sans infrastructure énergétique, sans infrastructure routière, ferroviaire. Il nous faut cela et nous avons le droit de l'avoir. Aujourd'hui, nous sommes soumis à un esclavage économique par rapport justement à l'Europe. C'est un impérialisme financier que l'Europe est en train de nous imposer et nous devons refuser. Regardez les taux d'intérêt en Europe. C'est zéro. Aujourd'hui, ce sont des taux d'intérêt négatifs. Et pourquoi c'est des taux d'intérêt zéro et négatifs? Parce que leur taux de croissance est en train justement de dégringoler. Ils sont autour de 1%. Et tout taux d'intérêt d'une dette est indexé sur le taux de croissance et sur l'inflation. Donc, comme les taux en Europe sont de 1, ils ne peuvent pas dépasser 1. Donc aujourd'hui, les taux d'intérêt en Europe sont zéro. On prête à 0 francs. On prête à moins 0,05 francs. Alors, pourquoi nous, on impose des taux de 6%? Pourquoi? Ça, c'est un impérialisme financier et nous devons le dénoncer et nous devons refuser cela. Mais justement, tout à l'heure, on parlait de mobilisation de l'épargne intérieure. On a vu aujourd'hui l'exemple qu'on donne avec la mosquée Mozalek Loujinan. Quand les mourides ont voulu mobiliser cet argent, c'est en interne que l'argent a été mobilisé. Pourquoi au Sénégal, au niveau étatique, on ne peut pas prendre le même modèle? Bon, de toute façon, hein, il y a la dette, il y a de l'argent dans le monde, vous le savez. Il y a même un excès d'épargne aujourd'hui. Quand on fait un taux négatif, c'est pour obliger les gens à sortir l'épargne. Parce que si ces taux négatifs vont continuer, votre épargne sera rognée. Vous allez perdre. Donc vous allez soit prendre votre argent, vous allez prendre un grand coffre, vous mettez cet argent-là, ce sont des milliards, tu ne peux pas le faire. Donc tu es obligé de chercher justement à te libérer de cette épargne-là en achetant même en fin de compte des obligations, n'est-ce pas, à des taux d'intérêt négatifs. Ou bien en vendant des obligations à des taux d'intérêt négatifs. Donc l'argent, il est là. Mais ils veulent nous exploiter, ils veulent justement que l'Afrique ne se développe pas. Et moi, c'est cette conscience-là que je veux justement que les gens prennent. Il faut que les gens prennent conscience que ça, c'est une étreinte, c'est une contrainte que l'Europe est en train d'exercer. Parce qu'on ne peut pas donner un taux d'intérêt supérieur à un taux de croissance. Ce n'est pas possible. Le taux de croissance dans l'UMOA, c'est autour de 6%. Les 200 milliards que le Sénégal va émettre en 3 parties. La première partie, c'est un taux de 5,85 avec une maturité de 3 ans. 3 ans, très court.
5,85. La deuxième partie, c'est une maturité de 5 ans. Combien? 6%. La troisième tranche, c'est une maturité de 7 ans. Et on vous dit qu'il faut donner 6,15%. Mais quand tu fais un taux de croissance de 6,15% et tu payes une dette de 6%, mais qu'est-ce qui va te rester? Qu'est-ce qu'il va te rester? En Europe, on ne voit pas ces taux-là. Aujourd'hui, c'est des taux de 0 parce qu'on l'a indexé sur la croissance en Europe. Donc, c'est ça qu'il faut dire. Et ça doit être clair aussi pour tout le monde. Mais est-ce qu'on peut desserrer cette étreinte de la dette avec ce taux de croissance dont on parle et ces taux d'intérêt quand on n'arrive pas à mobiliser l'épargne intérieure? Effectivement, il y a des choses qui relèvent d'abord de nous. L'émission d'obligations, par exemple, c'est une décision souveraine que l'État sénégalais prend. Et de ce point de vue-là, il y a des éléments qu'on ne peut pas reprocher au système international de façon globale. Maintenant, ce taux d'épargne, il est important. Et il doit reposer sur un dialogue entre les citoyens, l'État et tous les acteurs. Vous avez parlé de Massalikul Djinna. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce pays, on a des leaders d'obédience diverses, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient des autorités coutumières, qui peuvent agir sur les populations. Je donne souvent un exemple en disant qu'on a souvent des regroupements qui ressembleraient à des milices que l'État aurait pu organiser en contractant avec ceux qui sont les responsables moraux de ces regroupements pour tourner en fait cette discipline et cette affiliation à un individu pour le bien collectif. Ça, c'est des possibilités. Les champs collectifs dont on parle pour, par exemple, certaines catégories d'acteurs, l'État pouvait, lorsqu'il est dans une dynamique de développement à la base, en tout cas de participation, c'est de la même manière, lorsqu'il est question de l'épargne, on a vu que Singapour est arrivé à un moment donné à mobiliser la population donc, autour d'une épargne intérieure de 40% qui était utilisable ailleurs. Le Japon, la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne dose de sensibilisation, il y a une bonne dose d'action sociale, mais qui repose d'abord sur l'exemplarité, la confiance et la transparence. Aujourd'hui, lorsqu'il est question de dette et de génération de croissance, parce qu'au final, c'est ce qu'on recherche. On doit, comme vous le dites, mobiliser les ressources intérieures. On ne doit pas non plus tirer sur ce qu'on appelle en fait communément les bijoux de famille, les propriétés de l'État, du peuple, donc ces entreprises nationales ou autres choses qui, sous le couvert de la libéralisation, ont été privatisées durant les années précédentes, avec les régimes précédents. Et ce qui se poursuit à l'échelle mondiale, en tout cas de nos pays sous-développés. Mais la mobilisation des ressources intérieures, c'est également agir sur la pression fiscale. On est à 17%, l'UEMOA parle de 20%, donc dans le cadre des critères de convergence, on a une certaine marche qu'on veut en tout cas atteindre vers 2023, mais il y a une pression qui n'est pas, en tout cas, durement ressentie par l'ensemble des acteurs, par l'ensemble des ménages. Et c'est en ce sens que la fiscalité, elle peut être, en tout cas, elle doit être souple et ferme à la fois. Souple dans la mesure où nous avons une classe moyenne qui doit être préservée, nous avons une classe située donc en haut qui doit, par devoir de solidarité, être réajustée, plus d'impôts. Justement. Et lorsqu'on prend maintenant tout ce secteur qu'on a ici, qui est l'informel, je pense que là également, il y a cette action sociale à développer pour prendre conscience aux différents acteurs qu'ils doivent participer au développement national, mais en contrepartie, ils doivent voir les résultats des efforts qu'ils font. Et je vais revenir également à souvent cette fiscalité que l'on oublie ou bien qui est bien prise en charge par les textes à l'échelle des grands électeurs, à l'échelle des hommes d'affaires. Il y a une fiscalité qui est là, qu'on ne recouvre pas, donc au niveau de certains hommes religieux, au niveau des hommes d'affaires, au niveau des artistes, donc, pour lesquels on voit des sommes faramineuses qui justement sont en circulation. Et c'est des aspects sur lesquels, lorsqu'on se base sur les signes extérieurs de richesse, on aurait pu quand même recouvrer de l'argent pour ce pays-là. Et je pense que
à l'échelle du continent, c'est des problématiques comme cela qu'il faudrait agiter, mais on devrait le faire avec beaucoup de calme, beaucoup de dialogue, beaucoup de patience, en montrant l'exemple. Je pense qu'il n'y a que ça qui fait. On a besoin de sérénité pour diriger ce pays, on a besoin de sérénité pour aller vers le développement, mais il faut mettre de côté ce masque-là dont on parle et ce masque-là qui souvent vient avant la vérité. Maintenant, la vérité, on la doit à tout le monde avec tout le respect donc, qui doit être ce respect que Dieu conseillait à Moïse lorsqu'il parlait à Pharaon, ce respect que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc professait lorsqu'il parlait d'une dette qu'il devait à un créancier qui l'empoignait, et lorsqu'on a voulu faire mal à cet homme-là, il lui a dit ce qu'il me doit, c'est simplement du respect, mais il doit me demander de lui payer sa dette. Donc ça veut dire que on doit se dire la vérité dans le calme, dans le dialogue, en mettant en avant nos propres valeurs, mais nos pays et notre pays, puisqu'il ne faut pas être dans la langue de bois, ont besoin de cette sérénité, mais également de cette justice sociale, de cet équilibre, de cette exemplarité. Justement, M. Ba disait tout à l'heure qu'on peut mobiliser l'épargne intérieure en s'appuyant sur des groupes religieux qui ont la capacité de mobilisation des gens. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État doit avoir une stratégie intelligente vis-à-vis des groupes religieux qui sont au Sénégal, qui ont les capacités de faire mobiliser de l'argent, pour qu'il n'y ait pas cette relation seulement d'électeurs à éligibles? Oui, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe. L'épargne, c'est de l'investissement. Aujourd'hui, quand on a mis en place ces sociétés de services financiers, ils n'ont pas attendu l'État pour financer ces services. Vous partez dans tous les coins du Sénégal, vous allez avoir une petite société qui le fait. Au Sénégal, quand vous leur dites que ce projet est rentable, les gens sortent l'argent et financent ça. Ça, il n'y a aucun problème. Mais les financements, nous, dont nous parlons, et la dette qui nous préoccupe, c'est la dette publique, c'est la dette de l'État. Et cette dette de l'État, nous ne pouvons pas avoir des ressources internes pour les financer. C'est 100 milliards de dollars par an pour équiper en infrastructure l'Afrique. 100 milliards de dollars par an, c'est 60 000 milliards de francs CFA. Ça, on ne peut pas sortir ça d'ici. Tu vois. Donc, on est obligé, n'est-ce pas, d'aller vers l'extérieur et d'amener l'argent ici. Mais est-ce qu'au Sénégal, en nous endettant, on n'est pas dans un système d'anticiper des recettes de nouvelles ressources pétrolières et gazières? Est-ce qu'on n'est pas en train d'anticiper sur ça pour nous endetter? Justement, je voulais y arriver parce que les gens disent qu'ils ne prêtent pas à l'Afrique parce que c'est risqué. Et quand ils mettent des taux d'intérêt comme ça, c'est parce qu'il y a du risque. Les taux d'intérêt, ils l'expliquent par le risque. Parce qu'en Europe, ils ont mis taux d'intérêt zéro, taux d'intérêt négatif. Mais en Afrique, on ne peut pas l'appliquer. Pourquoi on nous dit, voilà, c'est risqué? Ouais, pourquoi c'est risqué? Nous avons de la jeunesse. Nous avons des ressources naturelles, nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons pratiquement tout. Donc, le pétrole, etc., ça, ce sont des gages pour toute dette. Donc, il n'y a pas de risque. On emprunte dans leur propre monnaie. Donc, il n'y a pas un problème de volatilité de la monnaie. Parce qu'on emprunte sous le dollar ou bien euro. Donc, quel est le risque? Le risque, c'est eux qui l'amènent. Ils nous disent qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer contre l'Afrique. Sinon, moi, je ne vois aucun risque ici. Voilà. Donc, ce sont des démocraties qui sont là, qui sont correctement gérées et qui sont stables. Quand on prend le cas du Sénégal, quel est le risque au Sénégal pour lui prêter à 6%? Je ne le vois pas. Donc, ici, il faut que justement les Africains aussi se réveillent et savent que ils doivent se battre et ils doivent refuser, comme les autres le font. Maintenant, au niveau des dépenses sociales, un budget est toujours déficitaire. Et les technocrates nous ont dit, au niveau des 8 critères de convergence de l'UMOA, qu'il faut faire un déficit de 3%. Donc c'est normal. Le déficit est normal. Et le déficit, n'est-ce pas, ce n'est pas dans l'équilibre du budget. L'équilibre du budget, c'est par rapport aux dépenses courantes. Mais le déficit, c'est les dépenses d'investissement dans les infrastructures.
Et ça, c'est tout à fait naturel. On est obligé, on ne peut pas prendre des recettes fiscales, les accumuler jusqu'à 400 milliards et puis investir. Non, ça ne se fait pas comme ça. Donc le déficit, c'est pour financer les infrastructures. On va sur le marché financier intérieur, extérieur, n'est-ce pas, international. Alors on prend et on investit. Et maintenant, après, on va voir, est-ce qu'il faut maintenant prendre des impôts, faire des taxes, etc., comme retour à péage, etc., pour payer. À ce niveau-là, moi, j'encourage deux choses. J'encourage d'abord les contrats de BOT. Voilà, Build, Operate and Transfer. Ce qu'on a, ça, quand on le fait, n'est-ce pas, ça peut effectivement amortir et amoindrir la charge de la dette. L'autre, c'est justement les IDE, les investissements directs étrangers. Là aussi, il faut les encourager. Et je pense même qu'au niveau de la ZLEC, n'est-ce pas, de la zone de libre-échange continentale, moi je pense que cette zone-là devrait stimuler, n'est-ce pas, ces investissements directs étrangers pour qu'effectivement qu'il y ait des transferts de technologie. Et c'est ça, justement, avec ces deux aspects, on pourrait justement minimiser et amortir les chocs de la dette. Mais il faut le dire encore, le répéter, c'est un impérialisme financier que les gens sont en train de nous imposer sous le nom ou bien sous le prétexte que investir en Afrique ou bien prêter l'Afrique, c'est un risque. Ce n'est pas un risque. Il faut qu'il arrête. Est-ce que ceux qui s'inquiètent aujourd'hui de l'endettement du Sénégal en disant que c'est une sorte d'anticipation sur les nouvelles ressources qui vont arriver, ils ont raison de le dire? Non, pas du tout. En tout cas, pas à l'état actuel des choses. Maintenant, là où peut-être j'amènerais simplement une inflexion, tout en étant d'accord avec ce qu'il dit, par rapport au professeur du docteur Taï, c'est simplement sur le fait que ce soit le Sénégal, que ce soit n'importe quel pays africain, la signature d'un pays, elle vaut d'abord par la confiance qu'elle inspire aux partenaires. Et effectivement, il y a lieu de séparer cette dette commerciale de cette partie où réellement, en tout cas pour le Sénégal en général, où l'on fait appel à des financements concessionnels sous la surveillance du FMI, qui agit ainsi lorsque vous avez un programme avec lui, en tout cas dans tous ces pays, mais d'abord avec nos propres institutions, nos propres structures. Quand on prend le ministère de l'économie et des finances, la direction en charge de l'investissement et de la dette, cette direction-là, elle étudie la concessionnalité et on a une politique d'endettement qui tourne autour d'une dette inférieure en général à 2% avec des différés de remboursement, des délais de grâce et des taux d'intérêt, comme je l'ai dit, inférieurs qui durent entre 30 et 40 ans. Maintenant, je pense également que les techniciens font attention à l'aspect cumulatif du service de la dette à un moment donné. Donc il y a toujours ces aspects liés à la planification même de la dette. La BCEAO également joue son rôle dans en tout cas cette garantie sur la crédibilité des réserves de devises. Maintenant, le problème de fond, et je pense que c'est là où il ne faut pas faire l'erreur d'emprunter en pensant au pétrole, quitte à tomber dans les travers de certains pays qui ont gagé les ressources. Le problème de fond également peut se poser au niveau simplement du taux de change. Lorsqu'on emprunte en dollars et que cela est traduit en CFA, c'est vrai, si c'est l'euro, c'est peut-être moins grave, mais en dollars quand même, il y a une fluctuation qui peut être ressentie lorsqu'on a des emprunts en devises. Je pense que ça également, c'est important. Je ne voudrais pas non plus, compte tenu du caractère laïque de l'État, en tout cas que l'on interprète d'une certaine manière l'utilisation des groupes sociaux, en tout cas des groupes organisés, qu'ils puissent être religieux ou autres. Je pense que c'est des groupes simplement qui ont un pouvoir de négociation et sur lesquels l'État lui-même peut compter, l'État qui a ce pouvoir supérieur encore de négociation et de coercition peut compter et peut utiliser. Et je pense que les exemples sont là. Il y a également cet aspect que l'on oublie souvent qui est lié, comme Lula l'avait fait dans le passé, à en tout cas l'appui des entreprises nationales. Je pense que
il nous faut restaurer nos champions nationaux, faire de sorte que eux-mêmes ils soient les propres investisseurs dans nos pays pour se délier un peu donc de toute aide, pas de toute aide extérieure, quoi, mais d'une partie, puisque comme vous le dites, il n'est pas possible donc de s'en délier. Il y a également des éléments que l'on néglige souvent, c'est l'apport. Moi, je parle des ressources intérieures, de tout ce qu'on peut faire au niveau local pour pouvoir nous détacher de ce dictat dont il parle. Il y a également nos immigrés, on l'a vu, donc que ce soit au nord du pays, que ce soit au sud, qui sont en tout cas dans des investissements qui traduisent une capacité donc d'action dans le pays. On parle des flux, donc de ces flux de transfert qui simplement sont de l'ordre de l'aide publique au développement ou bien qui sont supérieurs à l'aide publique au développement. Et ces flux nous donnent à constater des investissements au niveau des hôpitaux, au niveau des écoles, et il est arrivé même que les émigrés construisent une préfecture ou une sous-préfecture, ce qui est quand même une honte. C'est des éléments de souveraineté sur lesquels on transfère donc les devoirs de l'État à certains de ses fils qui sont à l'extérieur. C'est là où je dis que le sérieux dans lequel on doit également, en tout cas le sérieux qu'on doit mettre dans la gouvernance, parce qu'il est question de gouvernance, et c'est là où je suis contre ceux qui voudraient donc un changement, en tout cas une autonomie monétaire brusque. Donc c'est là où j'interroge la pertinence de leurs arguments lorsqu'on sait tous les liens qu'il y a entre, en tout cas les liens très étroits qu'il y a entre les décideurs politiques africains et les présidents de banques centrales. Donc tant qu'on n'a pas cette distance technique, en tout cas cette distance normative entre le technique et le politique, il y a toujours des questions sur lesquelles, en dépit de notre esprit révolutionnaire, l'on devrait prendre des précautions d'usage. Parce que lorsqu'on parle de nos pays en général, il est d'abord question de gouvernance et d'exemplarité. Je pense que c'est de ça également. La gouvernance, l'exemplarité, c'est sur cela que la Banque mondiale, souvent, et l'FMI interviennent. On a vu récemment la visite de la directrice de l'FMI au Sénégal. On a vu la sortie du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique pour dire que le Sénégal, globalement, le puits est bien tenu, que les finances sont bien tenues, que l'économie sénégalaise est sur une rampe de lancement. Est-ce que ce qu'ils disent reflète réellement ce que vivent les Sénégalais de tous les jours? Les Sénégalais ne vivent pas cela. Et moi je dis, quand on réduit un peuple à la pauvreté, quand 80, 90%, 95% d'un peuple est pauvre, quand il n'y a pas de la malgouvernance, c'est votre faute. Ce n'est pas la faute des Africains quand on les met dans des situations de guerre, quand on les met dans des situations de terrorisme. Moi, je pense qu'il y a un nouvel ordre auquel les partenaires doivent vraiment participer. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous sommes un continent extrêmement riche. Eux, ils viennent, ils puisent. Ils vont. En 1900... En ce moment, où est nos responsabilités à nous? Mais notre responsabilité, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de mettre en place des États. Ça ne fait pas même 60 ans qu'on est en train de mettre des États. Aux États-Unis, c'est dès 1776 qu'ils sont indépendants. En France, c'est dès 1789 la Révolution. Des États qui ont duré 200 ans, 300 ans. Alors, nous, on vient de commencer. On n'a même pas 60 ans. On est en train même de courir, d'accélérer. Notre développement aujourd'hui est un développement accéléré. Il faut le reconnaître. Ce que vous voyez, parce qu'en 60 ans, ce que nous avons parcouru, c'est énorme. Il ne faut pas le sous-estimer. Maintenant, notre problème, c'est eux. On leur a dit, donnez-nous de l'argent, nous allons développer nos infrastructures. Ils disent non. Et ils nous imposent des taux d'intérêt qui ne nous développent pas. On ne peut pas se développer avec ces taux d'intérêt. Ce n'est pas possible. Quand on dit une dette soutenable, une dette ne peut pas être soutenable dans ces conditions. Avec un taux de croissance de 6%, donnez-moi une dette de 2%. Donnez-moi une dette de 3%. Comme ça, je paye votre dette et je finance mes dépenses sociales. Tu donnes d'un côté 0% taux négatif et tu refuses de donner ici des taux normaux, des taux corrects. Pourquoi? C'est parce que tu veux m'imposer, tu veux me maintenir dans un état de sous-développement et de pauvreté. C'est ça la réalité. Et vous pensez que la Banque mondiale et les FMI sont dans ce coup-là? Bien sûr. Bien sûr.
C'est eux qui, évidemment, fixent ces taux-là, qui les fixent, qui les favorisent. C'est eux. Est-ce que vous pensez que... Au nom d'un certain risque que moi je ne vois pas. Est-ce que vous pensez que le satisfecit que la Banque mondiale, l'FMI donne au Sénégal est en phase avec la réalité économique du pays? En fait, je vais d'abord en revenir effectivement à ce qu'il a dit et qui procède en fait du consensus de Washington. C'est tout à fait vrai, ils ont des recettes éculées et lorsqu'on remonte à travers le temps, je pense qu'il y a une mission anglaise qui est intervenue il y a 2 siècles au niveau de certains pays qui avaient des problèmes avec leurs dettes et leurs recommandations. Il y a 1 siècle, en 1876 ou 80, et les recommandations recoupent exactement ce que le FMI était en train de faire en 1980 et continue de faire. Le consensus de Washington a dit que la privatisation, la libéralisation des échanges, du commerce, le fait qu'on abolisse nos barrières douanières, ce qui fait qu'on n'a pas des droits de porte, en tout cas des droits à l'entrée, le fait également qu'à un moment donné, on n'ait pas remplacé les retraités, ce qui nous a valu simplement cette absence de jonction entre les premières élites et la nouvelle génération. Donc cette mémoire qui est distendue, qui fait qu'on a aujourd'hui une déperdition de savoir, justement transmission de valeurs et de savoir. Et je pense que c'est tout ça également qu'il souligne et sur quoi il a raison. Et je pense que Nixon lui-même a eu à le dire dans le passé, en rappelant que ce qu'il faisait en termes d'appui au niveau des pays partenaires des États-Unis, c'est non pas les aider, mais c'est aider les États-Unis eux-mêmes. Et c'est dans ce sens également qu'on peut parler de l'aide liée. Je vous prête de l'argent, mais vous devez aller vers mes entreprises. Même si on dit depuis la déclaration de Paris qu'on a laissé cela, on a abandonné cela, jusqu'à présent on est dedans. Même dans l'assistance technique, on nous donne de l'argent et on nous dit c'est notre propre assistance technique. Et je pense que Stiglitz lui-même, qui a fait la Banque mondiale, donc qui a fait le FMI, lui ne dit... Aujourd'hui, avec le monde de plus en plus ouvert, de plus en plus digitalisé, comme on dit, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité qu'il y ait le consensus africain? J'en arrivais là justement. Et donc pour poursuivre, je disais que Stiglitz lui-même dit quand 10 patients sont soignés et que 9 meurent, c'est que le médecin il n'est pas bon. Et lui, il a fait le FMI à la Banque mondiale et il a écrit un ouvrage en 2002, La Grande Désillusion, où il dénonce les pratiques de ces institutions. Mais toujours est-il que même si ils ne travaillent pas pour un développement, mais ils sont en train de contingenter en général les États de sorte qu'ils puissent rembourser la dette et non pas rembourser le capital, mais les intérêts, parce que la dette, comme il l'a dit, elle va rester. C'est les intérêts qu'on paie en général. Mais le problème de fond, c'est que j'en reviens à ce que je disais. Nous avons, et c'est ce que vous venez de souligner, nous avons également notre responsabilité dans cela. Sankara, à un moment donné, a appelé à la syndication des États africains. Personne ne l'a suivi. Il est parti aux Nations Unies, il a dit monsieur, si vous voulez, il faut qu'on cesse de payer la dette. Personne n'a suivi. À un moment donné, lorsque certains États ont commencé ça en Asie ou bien en Amérique latine, la banqueroute a commencé à s'installer du côté des créanciers. Et le système est revenu avec un appui. Et je pense que même lorsqu'on compare le plan Marshall par rapport aux perfusions que l'on nous fait, le plan Marshall, c'est une aide massive, donc avec une planification de développement donc, sur 4 années. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme il le dit, on est là, on est soumis à ces perfusions. Et ce qui est important, tout de suite on en a parlé, c'est le fait que les Africains eux-mêmes, ils ont des systèmes qui sont résilients, qui sont conçus de la microfinance, qui ont fait leurs preuves ailleurs au Bangladesh avec Mohamed Younous. Et je pense que si on s'appuie sur l'épargne solidaire, si on s'appuie, ce qu'on ne fait pas souvent, hein, et c'est un reproche que je ferai haut et fort à l'État sénégalais, on a une école qui s'appelle l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés, on a beaucoup de programmes sociaux, on a des gens qui sont diplômés Bac+6, qui ne sont pas employés à des postes de décision, qui ont une discipline éminemment technique, et on confie les programmes sociaux à des médecins, les services sociaux à des médecins, et je pense que le fait de mettre en tout cas les hommes compétents aux places qu'il faut également, donc constitue un élément important avec la rémunération effectivement qui va de soi, puisque pour connaître le dossier également, c'est des gens qui connaissent un abattement de la rémunération lorsqu'ils progressent en hiérarchie administrative. Donc je pense que c'est un élément également qu'il fallait souligner et qui
participe de la génération de la dette et du retard donc, dans la performance des éléments qu'on met en place, des programmes qu'on met en place en général. Est-ce que vous pensez qu'en interne, qu'on peut se passer de la Banque mondiale, des FMI et de leurs programmes, si on s'appuie sur ce qu'on appelle chez nous le secteur informel pour financer l'économie? Le secteur informel, encore une fois, c'est le secteur informel. Et sa forte caractéristique, c'est qu'en fin de compte, le capital est très insuffisant. C'est un petit capital qu'on mobilise et qu'on investit. Et c'est pourquoi on est à ce niveau de secteur informel. Les ressources financières, en général, voyez-vous, moi je ne crois pas au patriotisme économique. Pourquoi? En général, les gens, même si peut-être on interroge la BCEAO, la Banque centrale, peut-être ils vont dire que déjà en Afrique, il y a une saignée, n'est-ce pas, plein d'argent qui quitte en fin de compte ce continent pour aller au niveau des paradis fiscaux qui évidemment offrent des services d'opacité pour justement brouiller les traces. Et les papiers Panama Papers nous en donnent quand même des exemples. Donc ici, cette épargne-là, quand on dit, bon, il faut soutenir le privé, nanana, alors souvent, ils prennent leurs bénéfices parce que ce n'est pas l'argent de l'État, c'est de l'argent d'un privé qui est là et qui peut en disposer comme il veut. Et il peut le faire passer outre les océans. Voilà. Donc quand on parle de ressources internes avec tout le besoin financier, un gros besoin financier comme ça, on n'en trouve pas ici. On est obligé de s'adresser ailleurs. Donc pour moi, les ressources internes financières sont très, très insuffisantes pour les besoins en infrastructure que nous avons. Dakar, toutes les villes, n'est-ce pas, il n'y a presque rien. L'Europe a atteint la saturation du capital. C'est-à-dire qu'il a atteint son niveau d'investissement maximal. Ce qui fait évidemment qu'aujourd'hui, on n'investit plus. Quand on n'investit plus, on ne s'endette plus. Et quand on ne fait plus de dette, alors c'est en ce moment que les taux baissent. Parce que l'argent, il n'y a personne qui prend. Et c'est ça qui a fait qu'on est arrivé à zéro. Après, on descend à des taux négatifs. Voilà. Bon, ici, en Afrique, c'est en fin de compte le continent vierge, où il n'y a rien. Et on peut prendre vraiment de l'argent, investir. L'Europe peut avoir des opportunités financières, des opportunités économiques, on peut avoir plein. Mais il faut évidemment qu'ils se disent non, les Africains sont des personnes qui méritent justement de vivre et il faut aller mettre de l'argent là-bas, sans hésiter. Mais ils ne le font pas. Mais justement, ce banque d'investissement, est-ce que ce n'est pas ça qui a des répercussions sur les sociétés nationales, comme la Sénélec aujourd'hui, qui est obligée d'augmenter ses prix? C'est aussi une bataille au niveau de la SDE qui fait qu'aujourd'hui on est dans une situation au Sénégal d'ébullition sociale, comme les gens le disent. Est-ce que c'est une ébullition ou bien est-ce que nous sommes juste dans une agitation sociale? En fait, je pense que nous avons du mal à convaincre les autres de nos performances. Si nous sommes capables de bien faire aussi, nous avons du mal à le montrer aux autres et à les attirer. Parce que, il a dit, hein, nous sommes des pays où normalement, nous aurions dû avoir des investissements à haut potentiel de rendement, puisque tout est à faire. Malheureusement, ce qui aurait dû être logique donc, ne se constate pas. Ça veut dire qu'il y a déjà des éléments sur lesquels, en tout cas, nous devons nous interroger. Est-ce que c'est l'environnement des affaires? Est-ce que c'est notre capacité, en tout cas, à renvoyer une image positive aux autres? Donc en termes de gouvernance, donc je parle de l'Afrique en général. Hein, et quand je parle de l'Afrique, je pense que nous avons en tout cas une vitrine à préserver. Nous avons une démocratie à construire et une vitrine à préserver. Nous voyons des pays comme le Cap-Vert, comme le Ghana, qui sont arrivés à mobiliser et à aller sur le marché financier international. Hein, lorsque je parle du Ghana, avec des prêts à des taux d'intérêt auxquels beaucoup de pays à faible revenu ne pensent pas. Donc je pense qu'il y a ces éléments-là sur lesquels également on doit avoir l'esprit ouvert. Maintenant, nos entreprises également, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a toujours ce problème de gouvernance, ce problème de distance entre les managers et les décideurs politiques. C'est-à-dire que vous responsabilisez quelqu'un, il doit faire des résultats. S'il ne les fait pas, on le dégage. Le problème de fond,
C'est un problème, quelquefois également, qu'on trouve dans tous nos États. Le Sénégal n'échappe pas à cela, hein, quelquefois d'impunité selon l'affiliation, quelquefois de choix des hommes selon les affiliations. Nous avons eu, à un moment donné, des industries qui ont été florissantes. Je parle par exemple des instituts chimiques du Sénégal qui aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, n'ont pas offert ce visage luisant qui était le leur. Moi, je me souviens bien, avant la première alternance, on parlait de doublement de capacité des ICS. Et 1 an, 2 ans après les alternances, on a eu une faillite de cette entreprise, une banqueroute totale, avec Jérôme Godard est passé par là. Une recapitalisation des ICS qui ne s'expliquait pas. Et on a eu une arrivée en force des Indiens, et jusqu'à présent, on ne saute pas le pas avec, dans beaucoup de secteurs, hein, avec cette transformation de nos matières premières, avec une industrie spécialisée et qui va précéder un autre niveau de développement. Donc, cette création de chaînes de valeur, on le dit, partout, hein, que ce soit dans la culture, dans l'industrie. On le dit, mais au fond, elle reste encore à vivre en Afrique en général. C'est la littérature, en fait. En fait, puisque moi je suis un écrivain, je considère que la littérature, elle est très... c'est une façon de parler. Exactement, merci. Merci. Mais ça relève plus, en fait, des intentions, des choses bien écrites, bien conçues, que, en fait, de résultats concrets que l'on voit. Que l'on prenne tous les pays africains en général, en tout cas la majorité, pour ne pas se focaliser sur le Sénégal simplement. Mais c'est malheureusement, comme on dit, de la parole à l'action, quelquefois, il y a des problèmes. Et ça également, c'est des problèmes de gouvernance. Aujourd'hui, moi, j'en appelle, en tout cas, il faudrait dépassionner les débats. Il ne faudrait pas que l'on mette les gens dans des cases. Il est pour ou contre. Il faudrait qu'on interroge simplement la pertinence de ce qui est dit, qu'on ne regarde pas les destinataires des paroles. Et qu'on sache que le Sénégal, c'est nous tous qui le développerons, où que l'on soit de telle chapelle ou de telle autre chapelle, le Sénégal, il est nôtre. Absolument. Et c'est cet esprit-là qu'il va falloir mettre en avant. Et je pense que c'est ce qui doit prévaloir. Aujourd'hui, sur le front social, ce qu'on est en train de voir, les manifestations, l'AS2 par rapport justement à la privatisation de la société, Suez qui doit venir, les travailleurs qui contestent, la SYNDEC, la hausse des prix, des gens qui manifestent pour dénoncer cette hausse-là. Oui. C'est encore un effet, une conséquence de la dette. On a pris de la dette, on a acheté des centrales, on a équipé, on a mis en place donc un bon instrument de production d'électricité qui a coûté de l'argent. Maintenant, il faut le financer. C'est toujours le problème de la dette. Voilà. Et donc, si la dette n'est pas une dette correctement établie, on est obligé de taxer ou bien d'imposer pour payer. Aujourd'hui, je vous ai dit que pratiquement le poste du service de la dette, c'est 800 milliards qu'on va enlever sur 4000 milliards. C'est un gros poste. Donc partout, on a augmenté par ici, augmenté par là. Pourquoi? C'est pour payer la dette. Moi, je pense que notre problème, c'est en fin de compte les financiers, c'est les banquiers qui sont en train justement de nous étouffer. Et c'est pourquoi je suis amer. Et je le dis, si je vous dis, moi, je vais te prêter 100 francs, 100 euros, demain, tu me payes 99 euros, tu ne me payes pas 100, tu me payes 90 euros. Si quelqu'un peut prêter comme ça te donner de l'argent et qu'on lui rend cet argent moindre, pourquoi cet individu ne peut pas me donner de l'argent et je lui mets 2 francs? Pourquoi? Ils peuvent le faire en Europe, mais ils ne peuvent pas le faire ici en Afrique. Et au nom de quoi? Un risque. C'est un continent risqué. Mais ils nous disent où est le risque. Ou bien c'est eux qui amènent le risque ici. Nous, on n'est pas au courant de ce risque. Oui, mais vous parlez tantôt des banques. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État a les moyens de desserrer l'étau des banques sur les crédits? Mais c'est la même chose. C'est les mêmes banques qui sont là. Voilà. C'est cette même sacro-sainte, n'est-ce pas, alliance de financiers qui sont là en train de pomper l'Afrique. De pomper encore l'Afrique. Quand on vient même sur l'histoire de la monnaie, beaucoup de théoriciens pensent qu'en dévaluant une monnaie, on stimule l'exportation. Mais on a dévalué ici en 1994
la monnaie par 2. On a divisé franc CFA par 2. Est-ce que ça a renversé le sens de ces balances commerciales? Les balances commerciales sont restées déficitaires. Donc, le problème de fond, en fin de compte, moi, je dis qu'il y a un grand problème. C'est le problème de la dette, c'est de l'impérialisme financier qu'on nous impose, un nouveau esclavage économique. Après l'esclavage des États-Unis, on nous impose encore cet esclavage. Il faut refuser. Il faut refuser. Parce qu'en Europe, ils ont atteint la limite de leur développement. Il y a une saturation du capital. Le capital n'est plus rentable là-bas. Ils sont obligés de venir ici pour mettre l'argent ici. Obligatoire. Ça, c'est de l'économie. Ce n'est pas parce que, bon gré, mal gré, ils font le faire. Et nous devons exiger qu'ils diminuent cela. Mais non, chacun, il est là, voilà, on te raconte des histoires, tu y crois. Voilà, c'est un risque, perception de... Non, il faut arrêter. Il n'y a aucun risque ici. S'il y a un risque, c'est eux qui le mettent. C'est eux qui ont fait en sorte que, voilà, Kadhafi est parti, voilà, il y a un désordre partout, et après, maintenant, ils nous disent que c'est un risque. Ah oui, c'est un risque. C'est le risque qu'ils ont créé. Mais en fait, il n'y a pas de risque ici. Voilà, le camp que vous avez parti est terminé, hein? Juste une précision. Très rapidement. Juste une précision, effectivement. Lorsque nous sommes dans la fragilité, effectivement, les loups qui rôdent nous mangent. Ça, c'est un peu pour gérer le problème de l'unité, du risque, de l'adversité qui est en face. Sinon, pour Senelec également, pour avoir été de cette expérience, Senelec est financé à partir du fonds de soutien de l'énergie, mais des ressources intérieures. Mais le problème de fond, c'est le renchérissement des coûts du pétrole, du fuel. Là également, c'est l'esclavage, c'est le dictat, effectivement. Pour SDE également, c'est des contrats de délégation de services publics. Là également, c'est toujours en tout cas, des problèmes de gouvernance, à mon avis. Donc, quelquefois également, l'impact donc, de l'environnement extérieur sur les matières premières, donc nos importations, de façon globale. Voilà, Omar El Fouetou Ba, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes écrivain, que vous êtes commis de l'État, que vous avez aussi travaillé au bureau Organisation Méthode du Sénégal. Merci aussi à Dr Abdoulaye Taye, qui est enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey, qui est aussi économiste. Hein? C'est initiateur, oui. Du revenu de base généralisé associé à une assurance maladie obligatoire. Voilà, dans la version gouvernementale, c'est la bourse sécurité familiale et la CEMI. Voilà, c'est clair. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Merci.